Oh, bien, bonjour à tous. Merci encore une fois de vous joindre à nous pour ce 5e atelier de la démarche des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Je me présente, je suis Martin Normand, je suis directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Je vais en profiter déjà pour saluer les intervenants d'aujourd'hui et remercier chacun d'entre vous de vous joindre à nous dans un contexte qui n'est pas nécessairement facile pour chacun. Donc, merci de prendre le temps de participer à l'atelier. Donc, on poursuit aujourd'hui notre démarche, notre série d'ateliers thématiques avec une réflexion sur l'égalité réelle dans le secteur postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Et comme pour tous les autres ateliers, celui d'aujourd'hui est divisé en 4 blocs. Un premier où on aura des mots de bienvenue, la table ronde sur l'égalité réelle dans le postsecondaire. On poursuivra avec des discussions en sous-groupe et on terminera ça avec une séance plénière. Donc, pour commencer, je donnerai la parole à Lynne Brouillette, présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. À toi, Lynne. Merci beaucoup, Martin. Il me fait plaisir de vous accueillir à mon tour à cette 5e atelier des États généraux. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Vous souviendrez, au printemps, Mme Joly a déposé le projet de loi C-32 et je rappelle que ce projet de loi s'intitulait « Français et anglais vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Donc, l'égalité réelle sur le plan des communautés, c'est quand on prend en considération les différences dans les caractéristiques et les circonstances de la communauté minoritaire, afin de s'assurer que la communauté minoritaire reçoit des services de la même qualité que la majorité. Dans le secteur postsecondaire, la progression vers l'égalité réelle nécessite, entre autres, un financement adéquat des établissements pour qu'ils remplissent leurs fonctions qui sont distinctes des établissements de la majorité. Plusieurs acteurs sont interpellés par l'enjeu du financement et de la pérennité des établissements. Il faut souligner que dans son budget de 2021, le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle enveloppe de 121,3 millions de dollars sur 3 ans destinée à l'éducation postsecondaire dans la langue de la minorité. Et vous vous souviendrez également qu'en campagne électorale à l'automne 2021, le Parti libéral du Canada a annoncé qu'il avait l'intention de doubler cette enveloppe et de la rendre permanente. Donc, on estime que par ce geste, le gouvernement fédéral affirme que les établissements d'enseignement postsecondaire sont essentiels pour assurer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Mais encore faut-il que les modalités du déploiement de cette enveloppe permettent de répondre aux besoins exprimés par les établissements. Donc, l'atelier d'aujourd'hui permettra de mettre justement en lumière certains des enjeux et des besoins des établissements pour assurer la pérennité. Donc, j'ai bien hâte d'entendre les panélistes. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon atelier à tous. Merci beaucoup, Lynne. Et je donne maintenant la parole à Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. À toi, Alain. Bonjour, chers partenaires. Merci tout le monde. Bien heureux de vous retrouver en ce début d'année. Bonne année à vous toutes et tous. Et on sait que ce ne sera pas encore une année comme à l'habitude pour nos établissements. Alors, bon courage et bon courage aussi aux étudiants et aux professeurs là, qui continuent à faire des miracles, je dirais, là, dans ces conditions-là, souvent difficiles. La discussion aujourd'hui, elle est fondamentale. Hein? Comment allons-nous obtenir de nos gouvernements les ressources nécessaires pour stabiliser et faire croître nos établissements postsecondaires, mais aussi comment allons-nous obtenir une reconnaissance de leur rôle particulier envers le développement des communautés francophones et acadiennes du Canada. On l'a fait pour le réseau scolaire, pour les conseils scolaires et nos écoles de langue française. On reconnaît que ça répond à des besoins d'un milieu qui est plus petit. On n'a pas les mêmes économies d'échelle, mais surtout qu'ils ont un mandat particulier de transmettre la langue et la culture aux prochaines générations. Et je dirais que c'est la même chose pour nos établissements postsecondaires. Alors, mais est-ce qu'on tient compte de cette philosophie-là, de cette réalité-là, lorsqu'on parle de financement, lorsque nos provinces et territoires et même le fédéral financent nos établissements? Est-ce qu'on reconnaît ce mandat particulier-là de développement et d'épanouissement des communautés?
Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Mais comment on peut aller plus loin et comment on peut faire évoluer cette réflexion-là et surtout cette reconnaissance-là pour assurer un réseau là, qui va être stable et qui va être en croissance pour les années à venir. Alors, c'est ça la progression vers l'égalité réelle. On l'a demandé dans tous les secteurs névralgiques de la francophonie canadienne. Je parlais du secteur scolaire, mais on l'a fait aussi dans plusieurs autres secteurs. Alors, je pense que c'est ça aujourd'hui la réflexion, c'est par rapport à ce rôle particulier-là, mais aussi comment on peut aller plus loin avec les ressources existantes. Est-ce qu'il y a des innovations entre les établissements, dans les régions, entre les provinces et territoires qui pourraient être envisagées pour aussi permettre, par exemple, au gouvernement fédéral d'aller plus loin dans son appui à nos établissements. Alors, je pense qu'on a quand même abordé plusieurs de ces sujets-là lors de nos dernières rencontres, mais très hâte d'entendre le panel aujourd'hui. Je vous souhaite de très, très bonnes discussions et en tout cas, nous, du côté communautaire, on y tient l'égalité réelle pour nos établissements postsecondaires, mais il faut oser et il faut le dire de façon cohérente et très claire que c'est une attente et une aspiration pour les prochaines années. Alors, bonne discussion tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, Alain. Avant de commencer, je voudrais souligner la présence de la sénatrice du Manitoba, Raymonde Gagné, et de la sénatrice de l'Ontario, Lucie Monsion. Mesdames les sénatrices, merci pour votre intérêt pour notre démarche et pour votre engagement à l'égard du secteur postsecondaire. J'espère que vous profiterez bien de cet atelier avec nous, comme on a su profiter des ateliers précédents. Je voudrais aussi remercier encore une fois les 4 rapporteurs spéciaux qui participent à la démarche et qui prépareront des interventions spécifiques à certains des secteurs en vue du sommet qui se tiendra en mars. Donc, je voudrais remercier encore une fois Mélanie Quickla, membre du conseil d'administration du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, Serge Quinté de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, Martin Kreiner de la Fédération de la jeunesse canadienne-française et Laura Pelletier de l'ACFAS. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires de diffusion qui relaient nos messages et nos annonces afin de rejoindre un public plus large pour chacun de nos ateliers. Et j'en profite également pour remercier Patrimoine canadien pour son appui à notre démarche. Donc, passons maintenant à notre table ronde. Les communautés francophones en situation minoritaire s'attendent à ce qu'il y ait une progression vers l'égalité réelle entre les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire et ceux de la majorité. Alain vient tout juste de nous le rappeler d'ailleurs. Or, le financement constitue un des enjeux incontournables pour assurer la pérennité de la formation postsecondaire en français en contexte minoritaire. Et parfois, la précarité vécue est telle que la viabilité à court terme d'établissements, de programmes de formation ou de services est compromise. Parfois, cette précarité compromet même les possibilités de développement et d'innovation. Mais elle peut aussi avoir un effet sur les possibilités d'apprentissage en français et sur la capacité des établissements à offrir un milieu d'apprentissage sécuritaire en français. L'atelier, donc, sur l'égalité réelle dans le secteur postsecondaire s'imposait dans le cadre de notre démarche. La table ronde aujourd'hui va prendre un format un peu différent de celle des précédentes. Dans un premier temps, on aura droit à 2 présentations d'une douzaine de minutes chacune sur le contexte qui entoure le financement des études postsecondaires en contexte francophone minoritaire au Canada. Donc, nous avons avec nous Marie-Ève Forêt, présidente du cabinet Sociopol, et Geneviève Tellier, professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Donc, toutes les deux nous feront une présentation. Dans un deuxième temps, nous avons rassemblé 3 hauts dirigeants d'établissements postsecondaires pour commenter les présentations, pour ajouter des éléments qui sont propres à leur contexte. Donc, on a avec nous aujourd'hui Sophie Bouffard, rectrice de l'Université de Saint-Boniface, Lise Bourgeois, présidente de la Cité, et Alistair Surette, recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne. Donc, merci à vous 5 d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Donc, après les 2 présentations, donc, les 3 hauts dirigeants répondront à tour de rôle à quelques questions. Et à la fin de la table ronde, si le temps le permet, je relayerai des questions qui auront été posées dans la boîte de clavardage. Donc, là-dessus, je vais laisser la parole pour commencer à Marie-Ève Forêt, qui nous fera une présentation sur le contexte général du financement des établissements postsecondaires au Canada. Donc, Marie-Ève, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci, Martin. Là, je partage mon écran. Oh. Est-ce que vous m'entendez? Oui? On t'entend, Marie-Ève. On voit ton écran aussi. OK, c'est bon. C'est parce que ça me demandait d'activer mon son. OK.
Et comme ça, l'écran est bon? Bon. Alors, je suis très contente. Excusez-moi, là, je veux pas... Des fois, on part, là, puis on fait des erreurs de partage d'écran. Alors, je suis très contente de parler d'une étude qu'on a réalisée, Guillaume Deschênes-Thériault et moi-même, l'année passée, finalement, 2020, là, surtout, concernant le postsecondaire dans la langue de la minorité. Et puis, une portion là, vraiment de cette étude-là portait sur le financement. Alors, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est Patrimoine canadien qui avait commandité l'étude. J'imagine qu'il voulait avoir quelques données fraîches en prévision des États généraux. Martin vient de le nommer, mais je mets à l'écran quand même le fait que c'est un des constats de cette étude, c'était un enjeu de viabilité à court, moyen, long terme là, de certains établissements et de toutes sortes de dynamiques là, qui se passent au sein des établissements. Et puis, les possibilités de développement et d'innovation, on peut penser là, que ça pourrait être un luxe, mais dans le contexte de compétition dans laquelle on se trouve au niveau du postsecondaire canadien, ce n'est pas du tout le cas parce que finalement, on compétitionne pour aller chercher le plus de clientèle possible, ce qui n'est pas nécessairement ça, le postsecondaire. Okay? Des fois, on l'oublie. Madame Tellier va aller plus en détail là, sur le contexte canadien là, de financement, mais j'avais besoin quand même d'aborder quelques dynamiques. Puis là, excusez-moi, j'ai juste copié-collé des nouveaux tableaux du rapport là, de HESR qui vient de sortir là, de 2021 parce que nous, on avait accès aux données de 2020 dans notre étude. Mais en gros, là, le portrait est sensiblement le même, c'est-à-dire que avant la crise financière de 2008-2009, donc les trois principales sources de financement du postsecondaire, puis là on parle de l'ensemble du Canada là, pour l'instant, qui étaient les gouvernements, les frais de scolarité, puis les sources privées. Donc elles augmentaient d'environ 5% par année. Puis là, après ça, il y a eu un changement important dans ce portrait-là, c'est-à-dire que les frais de scolarité sont devenus très, très importants dans le financement du postsecondaire et en particulier les populations étudiantes étrangères. Il y a eu une augmentation, là, on dit cette année, de 400% de la part des frais de scolarité de la population étrangère dans le financement du postsecondaire. Et ce que ça fait, là, finalement, quand on regarde le postsecondaire au Canada, c'est que là, la compétition, elle est plus importante entre les établissements. Puis, ben, il y a une volatilité des revenus, puis qu'on a vu là, qu'avec l'enjeu de la pandémie, fait que finalement, quand on a moins d'inscriptions, on s'inquiète plus vite que quand c'est des sources stables de financement comme les gouvernements, par exemple. Et puis, bien évidemment, dans ce contexte-là, les établissements avec grands effectifs s'en tirent pas mal mieux. Et qu'est-ce que ça fait pour le contexte francophone en situation minoritaire? Bien, ces établissements-là, si on peut exclure l'Université d'Ottawa, qui est quand même une bébite à part, si on veut, là, dans le contexte, c'est-à-dire que souvent, c'est des établissements de petite taille avec de plus petites populations. Alors, dans ce contexte-là de compétition, bien, c'est beaucoup plus difficile de s'en tirer, mais aussi, c'est des établissements, plusieurs, qui se sont développés tardivement. T'sais, avec le plan d'action sur les langues officielles, le premier, là, au début des années 2000, bien, ça a permis plusieurs développements du postsecondaire en français. On est content, mais ce que ça fait, c'est que finalement, avec toute la dynamique qui a changé à partir des années 2008-2009, bien là, on n'avait pas eu la chance de stabiliser des structures et là, tout le rattrapage, si on veut, historique en termes de financement, doit être, pourrait en tout cas, être pris en considération. Un autre élément aussi qui concerne le contexte francophone, c'est que bien, apprendre en français requiert de s'assurer qu'il y a un environnement qui favorise la sécurité linguistique puis qu'il y a un environnement où il y a il y a une expérience étudiante qui est possible en français. Puis là, bien, on doit mettre en place plusieurs activités, ressources. Tu sais, par exemple, là, quand on est dans un environnement où il y a beaucoup d'anglais autour, par exemple le campus Saint-Jean, bon, mais là, on va essayer de traduire des formulaires pour que les étudiants aient accès aux résidences parce que le formulaire est juste en anglais parce que c'est l'administration centrale qui s'en occupe. Fait qu'il y a toutes sortes d'activités qui sont de plus, tu sais, qui sont complémentaires, qui sont pas nécessaires quand on est un établissement ou une structure de la majorité. Aussi, ben, tous ces établissements-là qu'on a étudiés, c'est-à-dire, c'est essentiellement les membres de la CUFC, mais il y en a quelques-uns là, qui sont en marge de ça. Donc,
eux autres, ils souhaitent développer là, l'épanouissement, contribuer à l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire. Et ça aussi, c'est différent des établissements de la majorité parce que c'est pas juste de contribuer à la communauté qui est proche, qui est facile d'accès autour de nous, c'est d'aller chercher des populations qui sont parfois cachées, difficiles à trouver, qui sont dispersées, qui sont éloignées. Et puis, ça implique de travailler, souvent transiger dans un environnement en anglais et en français, donc toutes sortes de démarches là, qui sont différentes. Et ça implique d'aller, notamment quand on fait de la promotion pour aller chercher des populations étudiantes étrangères, de faire de la promotion dans des pays différents. Alors, quand on est ben là, c'est ça, je peux peut-être regarder la statistique globale qu'on a trouvée, c'est-à-dire que de manière générale, en moyenne, là, dans les établissements de la francophonie, dans les établissements qui offrent de la formation en français, on voit qu'il y a à peu près 15,6% de la population étudiante qui est une population étudiante étrangère. Au Canada, c'est un petit peu plus haut, on est à 16,3%. L'écart n'est pas si grand, mais peut-être ce que ça masque, c'est qu'il y a des établissements qui s'en tirent assez bien, qui ont réussi à suivre le rythme là, de cette importance-là, de cette population-là. Mais il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile, notamment les unités académiques de l'Ouest, donc le BAF, Campus Saint-Jean, la Cité universitaire, où ben, eux, ils ne sont pas autonomes au niveau du recrutement des populations étudiantes étrangères. Alors, il n'y a personne qui se dit ben, on va aller vers les pays francophones. Alors là, il y a vraiment une difficulté importante à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui a trait à comment ça se passe, là, si on veut, quand les provinces investissent, quand le fédéral investit dans la francophonie, mais parfois, dans certaines provinces, notamment Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, on n'est pas allé, là, on n'a pas pu avoir les données là, sur exactement toutes les provinces, comment ça se passait, mais parfois, donc, le fait d'être un établissement qui offre de la formation en français, c'est pris en considération dans les formules de calcul pour dire combien l'établissement va recevoir. L'établissement peut recevoir finalement des fonds complémentaires là, à ce niveau-là, parce qu'il enseigne en français. Mais dans d'autres cas, on ne le prend pas du tout en considération. Puis souvent, même si c'est un peu pris en considération ou pas pris en considération, mais là, ça implique beaucoup de négociations avec les provinces. Je pense que Mme Bouffard pourra en parler là, dans les dernières années. Il y a eu des coupures, puis là, on voulait couper de manière équivalente là, à l'Université Saint-Boniface puis dans les autres établissements, mais ça n'a pas la même valeur parce qu'on enseigne en français. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer de cette manière-là en termes de financement. Mais c'est toujours à rappeler donc, que l'enseignement en français n'est pas de même nature. Au niveau fédéral, bien, les sources ministérielles sont vraiment diverses. Hein. On a ministère d'Innovation, Sciences et quelque chose. En tout cas, les ministères fédéraux, il y en a plusieurs. Il y a Immigration, Santé Canada. Évidemment, il y a Patrimoine canadien qui investissent dans l'éducation postsecondaire en français. Puis là, j'ai oublié de regarder à quelle heure j'avais commencé, mais au niveau du patrimoine canadien, il y a plusieurs enjeux dans le programme de financement, puis peut-être on y reviendra plus tard, même s'il y a eu une augmentation là, dans la dernière année, dont a parlé Lynn tantôt, qui est super intéressante. Avant ça, il y avait eu stagnation des montants et donc diminution de la valeur là, des montants qui étaient alloués, puis différents enjeux aussi en termes d'efficacité là, des programmes qui étaient mis en place. Fait que je voulais conclure avec deux statistiques là, qui sont... prendre avec, en tout cas, il y a plusieurs limites à considérer là, dans les données que je vais présenter, puis on prend le temps là, de bien expliquer les limites dans le document. Mais ce qu'on voulait faire, c'est de se dire, bon, quand on veut arriver à l'égalité réelle, souvent on a des considérations démolinguistiques. Là. On regarde quelle est la proportion de la population francophone, puis ça détermine un peu l'offre de services. Mais on a dit tantôt que ça avait beaucoup de limites, ça, parce que ça implique des investissements complémentaires pour enseigner en français, premièrement. Deuxièmement, bien, la population francophone, bien, la population qui potentiellement peut aller étudier en français, ça implique aussi des francophiles. Fait que c'est ce genre de limite-là là, qu'il faut prendre en considération. Mais quand même, admettons là, qu'on regarde combien de francophones on a au Canada hors Québec. Je pense qu'on avait gardé 15 ans à 65 ans, là, on n'avait pas pris toute la population. Donc, on a 3,8 %. Mais on n'avait pas les chiffres exacts, il nous manquait quelques petites données. Là. On aurait environ 2 % de la population étudiante du postsecondaire qui étudie en français.
Fait que là, ça fait à peu près 30 000 francophones, puis là, c'est ça, on exclut donc, par exemple, les francophiles ici, qui n'ont pas étudié en français par manque d'accès ou parce qu'on n'a pas assez promu l'éducation en français. Vous savez, souvent, on valorise beaucoup l'éducation postsecondaire en anglais. Ça va nous donner plus de chances sur le marché du travail. Fait qu'il y a tout un travail de promotion différent aussi qui est à faire. Donc ça, c'est une manière. Puis une deuxième manière de voir ça, c'est d'aller vers la question des dépenses totales. Okay? Fait que là, on peut nous savoir combien une province a dépensé au total dans le postsecondaire, là, ici, mettons, pour la formation universitaire. Okay? Et si on regarde la proportion de la population francophone dans cette province-là, on peut voir un peu à quel point ces dépenses-là correspondent à la population francophone. Okay? Alors, en Nouvelle-Écosse, c'est à peu près 48% de la population francophone qui est prise en considération peut-être quand on regarde les dépenses. Donc, on voit que ce n'est pas suffisant. Ça, c'est, encore une fois, avec toutes sortes de bémols, dans le sens que ce serait des investissements complémentaires aussi qu'on aurait besoin. 84%, donc Nouveau-Brunswick et Manitoba font moins piètre figure. Et toutefois, dans les unités académiques de l'Ouest, là, c'est vraiment problématique. Puis, notre méthode de calcul a beaucoup de limites, là. Mais on avait ce qu'on a fait, parce qu'on ne peut pas isoler les budgets quand c'est des gouvernances bilingues. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé finalement le budget de l'unité francophone. On a parlé à des gestionnaires là, pour faire cette dynamique-là. Et puis, même en doublant ce budget-là, on arrivait, vous imaginez, avec des proportions très, très faibles d'investissement. Donc, ici, c'est une autre manière là, de considérer les enjeux d'égalité réelle là, dans le postsecondaire en français. Et je vais m'arrêter là, Martin. Je pense que j'ai fait amplement mon 12 minutes. Oui, c'est parfait, Marie-Ève. On a une question de Pierre Zundel. Peut-être juste revenir sur la dernière diapo pour mieux expliquer comment dans l'étude vous en êtes arrivé à cette proportion-là là, par province. Oui. Je vais juste la repartager peut-être. Là. OK. Ce qu'on a fait, c'est que, admettons que dans une province, on a dépensé 100 $, que les universités, le total des dépenses des universités, c'est 100 $. OK? C'est pas un gros montant. Et puis, admettons qu'il y a 2% de francophones dans cette province-là, on pourrait se dire, avec une approche démolinguistique qu'on a adoptée des fois là, pour l'investissement dans les écoles primaires, secondaires, dans les services à la petite enfance. Donc, on pourrait dire qu'il faudrait qu'il y ait, s'il y a 2% de francophones, il faudrait qu'il y ait 2% de ces dépenses-là qui soient destinées à l'enseignement universitaire en français. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est la moitié de ça qui se passe à peu près en Nouvelle-Écosse. Il y a seulement 48% là, des fonds. Si on était à 100%, ce serait on serait aux 2 $. Fait que c'est comme si on dépensait 1 $ seulement en Nouvelle-Écosse au lieu du 2 $ qu'on devrait dépenser s'il y avait 2% de la population. Est-ce que j'ai un petit peu clarifié? Oui, merci, merci Marie-Ève. De toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de mettre le lien vers l'étude au complet dans la boîte de clavardage. Je sais qu'il y a une explication aussi là, dans le rapport, donc ça sera possible d'aller consulter l'étude directement si jamais il y a d'autres questions. Merci beaucoup Marie-Ève pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à Geneviève Tellier. Geneviève va nous présenter un travail en cours sur le financement des universités de façon plus spécifique dans ce cas-ci. Donc, Geneviève, je te passe la parole. Merci beaucoup, Martin, et aussi merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais partager mon écran à mon tour. Ça ne sera pas tellement long. Et voilà, et là, je pense que vous devriez le voir. Martin, oui, je te vois. C'est parfait. Je vois bien, merci. Merci. Je veux m'excuser, j'ai vu dans l'auditoire qu'il y a des gens qui m'ont déjà écouté il y a quelques mois et donc je vais reprendre essentiellement les mêmes thèmes, mais ce n'est pas tout le monde qui m'a déjà entendu sur ce sujet-là. Alors, je pense que c'est important de répéter le message. Et je vais aussi parler de choses plus pointues. D'ailleurs, je suis très contente. Ma présentation, je pense que ça rime très bien avec la présentation de Marie-Ève. On ne va pas dire les mêmes choses, mais on parle du sujet des finances publiques. Et il y a certains sujets sur mes acétates sur lesquels je vais passer assez rapidement pour me concentrer sur des aspects un petit peu plus techniques qui, je pense, pourraient vous intéresser pour faire avancer la réflexion. Puis, je n'avais pas eu le temps vraiment d'aborder dans mes présentations précédentes. Évidemment, si vous voulez discuter en détail de d'autres points que j'ai passés rapidement, on pourra le faire un petit peu plus tard.
Mon propos voudrait aborder deux thèmes suivants. Je pense qu'en ce moment, le problème, la question du financement pour les communautés francophones minoritaires, en disant communauté francophone minoritaire, j'ai en tête la francophonie hors Québec. C'est à la fois un problème de ressources et un problème de transparence financière. Et donc, si on veut commencer à réfléchir sur les solutions à prendre, il faut aborder ces deux questions-là. Et il y a sans doute une question qui est plus facile à mettre en place rapidement qu'une autre. Et à mon avis, je pense qu'il faudrait commencer par la transparence financière pour ensuite pouvoir vraiment faire des avancées sur le thème des ressources. Commençons par un problème de ressources. Je reprends essentiellement les mêmes données qu'Anne-Marie-Ève, mais je les présente autrement. Vous avez la composition des budgets des universités canadiennes il y a 20 ans, en 2020, puis cette année, en 2021. Ce qui est frappant dans l'évolution au cours des 20 dernières années. Puis ça, c'est en dollars courants, mais si c'était en dollars constants, il y aurait quand même une progression, une augmentation. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la part des gouvernements provinciaux a diminué quand même de façon importante. Avant, il y a 20 ans, les provinces finançaient à plus de 40 % les dépenses des universités. Maintenant, c'est rendu à 35 %. Et l'autre chose, bien, commence à être décompensée, c'est avec les droits de scolarité des étudiants. Alors, c'est passé de 20 % à 30 %. Et ça, c'est la caractéristique majeure. Les autres catégories, revenus, placements, subventions, gouvernement fédéral aussi, qui est ici, ça n'a pas apparu dans mon acétate, mais c'est 10 % durant les deux périodes. Les autres catégories, leurs proportions n'ont pas vraiment changé. Je vous présente aussi rapidement, je ne vais pas aller en détail, les frais de scolarité par étudiant. J'ai pris les étudiants en sciences humaines par province, juste pour vous montrer que ça change beaucoup dans le temps, puis que c'est très différent d'une province à l'autre. Alors, on pourrait peut-être penser que toutes les provinces convergent vers à peu près le même montant, et non, il y a des différences importantes. Même que des fois, certaines provinces qui auparavant étaient celles qui imposaient des frais de scolarité, des droits de scolarité les plus élevés, comme Terre-Neuve, maintenant sont parmi celles qui les imposent le moins. Donc, ça fluctue aussi énormément dans le temps. Alors, je pense que c'est un aspect à garder en tête quand on parle de financement universitaire. Problème de transparence financière. Qui finance quoi? C'est ça le nœud de la guerre, c'est que ce n'est pas clair. Juridiquement, c'est une compétence provinciale, donc les gouvernements provinciaux devraient financer les universités, mais on sait très bien que le gouvernement fédéral intervient de façon importante par le biais de deux grands, j'allais dire programmes ou principes. Celui du pouvoir fédéral de dépenser. Avec le temps, le gouvernement ne s'est pas gêné pour mettre de l'argent, ses propres fonds, qui viennent avec des conditions. Et plus récemment, on se pose aussi la question de la protection des droits linguistiques. J'ai l'impression que récemment, en ce moment, ça prend du momentum. Et donc, il y a très certainement une place pour le gouvernement fédéral d'intervenir pour la question de la protection des droits linguistiques. Comment finançons l'éducation postsecondaire? Les fonds sont en partie versés alors directement aux universités par les provinces. Ça, je pense que vous le savez tous. Directement aux universités et aux provinces par le gouvernement fédéral. La très grande majorité des fonds, c'est 70 % des fonds du gouvernement fédéral sont dédiés précisément à la recherche. Ça aussi, je pense que c'est une donnée que vous savez. Mais ce qu'on sait aussi moins, par contre, c'est que le gouvernement provinciaux fédéraux verse aussi des fonds directement aux particuliers et directement à plusieurs organismes. C'est sur ça sur quoi je voudrais insister un peu. Et donc, vous montrer aux particuliers qu'est-ce qui arrive. Bien, pour les étudiants, par exemple, les gouvernements ont différents programmes qui ciblent directement les étudiants, comme les prêts et bourses, mais aussi les programmes de stage, aussi des programmes de bourses pour des catégories précises d'étudiants. Ici, je vous mentionne les étudiants autochtones, les stratégies aussi pour emploi jeunesse aussi qui sont mises en place. Il y a aussi, des programmes qui ciblent directement les parents de ces enfants-là. Là, on parle beaucoup de crédits d'impôt, c'est important, les crédits d'impôt. Alors, l'épargne éducation, pour les études, pour les frais de scolarité, pour l'achat de manuels, ça c'est assez récent, pour les intérêts pour les prêts et bourses, pour les fausses études, etc.
il y en a beaucoup. Et pour les chercheurs, on a développé des crédits d'impôt à la recherche. Alors, vous avez trois catégories des particuliers, donc qui ne font pas partie d'organisations, qui bénéficient directement de l'aide de l'État. Mais ça ne passe pas par les universités, ça va directement dans la poche de ces particuliers-là. Vous avez aussi les entreprises privées puis les organisations à but non lucratif. Celles-ci peuvent bénéficier des crédits d'impôt pour les dons puis des crédits d'impôt pour la recherche. Pourquoi je vous parle de cette source de financement-là? C'est que les dépenses fiscales, c'est-à-dire les crédits d'impôt, c'est-à-dire la forme qui est utilisée pour appuyer les particuliers ou les entreprises, les OSBL, en 2020, ça s'élevait à presque 5 milliards de dollars. Si vous vous rappelez, le budget total des universités, c'est 41 milliards de dollars en 2020. Donc, on parle d'à peu près 10 d'argent supplémentaire qui n'apparaissent pas dans vos budgets, qui sont dépensés par le gouvernement fédéral. Fait qu'il y a de l'argent ailleurs qui cible d'autres comportements, peut-être je vais dire d'autres particuliers, qui ont d'autres objectifs en tête et qui ne font pas partie du réseau universitaire ou postsecondaire en tant que tel, qui sont utilisés par les gouvernements. Les dépenses fiscales sont de plus en plus populaires auprès des gouvernements. Ils adorent ça. Tout nouveau gouvernement en campagne électorale va promettre des nouveaux crédits d'impôt. Ça leur permet de cibler une catégorie particulière d'électeurs. Et c'est très rentable, je vous dirais, c'est très populaire d'un point de vue électoral. Alors, il ne faut pas penser que les dépenses fiscales vont partir. Par contre, il y a certains gouvernements qui les utilisent plus que d'autres. Le gouvernement Trudeau, par exemple, en a coupé plusieurs. Alors, ça peut aussi fluctuer avec le temps. En fait, le troisième point qui est important à dire, le directeur parlementaire du budget en 2016 a fait une étude vraiment fouillée économique sur la présence de dépenses fiscales dans le secteur postsecondaire et arrive à la conclusion que ça favorise les contribuables les mieux nantis. Pour bénéficier des crédits d'impôt, vous devez avoir de l'argent. Et plus vous faites de l'argent, plus vos crédits d'impôt vont être élevés. Et donc, si on parle d'égalité et de justice fiscale, il y a quelque chose là. L'utilisation des dépenses fiscales, ce n'est pas neutre. Ça favorise certaines catégories de contribuables plutôt que d'autres. Et ce sont les mieux nantis qui en profitent. Aussi, un autre élément quand on parle de transparence budgétaire, je m'éloigne un peu des dépenses fiscales, je reviens au versement fait par le gouvernement fédéral via les transferts fédéraux aux provinces. C'est inclus par le transfert canadien pour les programmes sociaux. C'est assez nébuleux, cette catégorie de dépenses-là. Alors, une fois que la somme a été annoncée par le gouvernement, il n'y a rien dans les documents publics du gouvernement fédéral qui nous dit où est allé cet argent-là précisément par établissement. Ça préoccupe plusieurs parlementaires et depuis quelque temps, on voit des initiatives de députés ou de sénatrices, je dirais, qui veulent changer cette façon de faire et qui veulent obliger une meilleure reddition de comptes et davantage de transparence. La dernière initiative en date, c'est le projet de loi S-215 de la sénatrice Montion, qui est parmi nous aujourd'hui. Et vous voyez, ça a été déposé récemment, donc tout juste après l'élection fédérale de l'automne passé. Ce n'est pas la seule initiative, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres aussi par des députés néo-démocrates et aussi sur la scène provinciale en Ontario. Si ma mémoire est bonne, il y a aussi des initiatives. Donc, on commence à se poser des questions sur cette transparence, ce manque de transparence-là dans les documents publics. Puis je pense qu'il faut pousser sur ce front-là. Pour pouvoir savoir quoi faire, il faut avoir de l'information et on n'a pas toute l'information en ce moment. Je voudrais présenter pour finir quelques pistes de réflexion. Premièrement, dans la continuité de ce que je viens de dire, on manque d'informations, de la part des gouvernements via les états financiers, les comptes publics, mais on manque d'informations plus généralement, d'informations statistiques, et je pense notamment à Statistique Canada. Statistique Canada, depuis 2016-2017, fait beaucoup pour publier de nouvelles données sur des questions identitaires et de diversité, notamment sur la question de genre, des statistiques qui comparent les situations entre les hommes et les femmes, par exemple. Et je pense qu'on pourrait aussi demander à Statistique Canada de documenter le financement ou d'autres variables statistiques par
catégorie linguistique pour qu'on sache ce qui se passe dans la francophonie. Marie-Ève l'a très bien démontré dans ses données. Elle est obligée de faire des extrapolations parce que les données brutes n'existent pas, mais ces données brutes-là devraient exister et devraient exister auprès de Statistique Canada. Alors, quand on parle de frais de scolarité, quand on parle de budget des universités, bien, il faudrait savoir comment ça se répartit dans la francophonie, auprès des francophones, des anglophones, et pour avoir un meilleur portrait de la situation. En ce moment, on ne l'a pas du tout. L'autre chose, sur ce que je vous ai dit tantôt, les crédits d'impôt, les gouvernements les aiment beaucoup. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une stratégie d'instaurer un crédit d'impôt pour la francophonie? Il y a des avantages puis il y a des inconvénients avec un crédit d'impôt. Ce n'est pas de l'argent qui va venir directement dans les coffres des universités, mais c'est peut-être un moyen qui va faire réfléchir des gens à poursuivre des études en français ou dans des institutions francophones hors Québec. Et donc, par la bande, de façon indirecte, peut-être ça pourrait augmenter la clientèle. Par contre, je viens d'utiliser le mot clientèle, ça se base sur un clientélisme qu'on peut trouver douteux. Et de façon générale, les crédits d'impôt, on a tendance à regarder l'individu plutôt que le bien-être de la collectivité. Et juste pour cette raison-là, on pourrait se demander si c'est dans le meilleur intérêt des communautés minoritaires. Ensuite, comme je vous l'ai montré, je vous l'ai dit tantôt, ça favorise certaines catégories de contribuables, notamment les mieux nantis. Est-ce que les mieux nantis se trouvent dans la francophonie? Il faudrait se poser la question et donc voir si ça serait aussi une bonne chose. Mais ceci étant dit, c'est peut-être un instrument auquel les gouvernements sont sensibles. Alors, il ne faudrait pas nécessairement l'écarter immédiatement. Il faudrait aussi se poser des questions sur la recherche francophone. Alors, on parle de financement des universités, mais c'est bien d'avoir des étudiants francophones dans nos salles de classe, mais il faut aussi susciter de l'intérêt pour ce que fait la francophonie, pour ce que les chercheurs francophones font. Puis, je ne vous dirais pas juste en matière de francophonie, mais toute la recherche qui se fait en français. On le sait qu'on vit dans un environnement anglo-saxon où la recherche en anglais est fortement valorisée. Moi, j'ai été épatée ou stupéfaite de voir que 15% des demandes de subventions qui sont soumises au CRSH, le Conseil subventionnaire fédéral en sciences humaines, 15% seulement des demandes le sont en français, alors que la population francophone, c'est disons 22, 23, 25%. Donc, il y a une bonne partie des chercheurs francophones qui soumettent leurs demandes de subvention en anglais. Je ne sais pas, à mon avis, pas dans la bonne direction pour faire de la recherche en français. Il faudrait repenser aussi à ça. Et aussi, insister, on ne le dit pas assez souvent, le professeur à l'université, c'est aussi un chercheur et les deux se nourrissent. L'enseignement me fait être meilleur chercheur et en faisant de la recherche, je suis meilleur professeur. Pour moi, il y a un lien indiscutable entre les deux. Les budgets sensibles au genre, c'est une nouvelle idée qui commence à gagner en popularité, dont le nom est un peu trompeur. Les budgets sensibles au genre, ensemble, l'idée originale disait quand on fait un budget, les programmes qu'on met en place sont censés être neutres, c'est-à-dire on ne fait pas de discrimination selon le sexe, par exemple, et donc on met en place un nouveau programme. Mais si même au départ on ne fait pas de discrimination, le résultat peut être discriminatoire. Pensez par exemple à un gouvernement qui voudrait faire la réforme des fonds de pension. Ce programme-là s'adresserait de la même façon aux hommes et aux femmes. Mais sachant que les femmes doivent quitter le marché du travail pendant quelques années, automatiquement, ces programmes-là pénalisent les femmes plus que les hommes. Parce que c'est des programmes qui sont basés sur le nombre d'années que vous passez sur le marché du travail. Donc, initialement, il n'y a pas de discrimination, mais en bout de ligne, les résultats, il y a de la discrimination. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser faire des budgets sensibles au genre? Et là, je remplacerais le mot genre par situation linguistique minoritaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement arrive avec une nouvelle initiative, d'analyser cette initiative selon les conséquences que ça pourrait avoir, différentes selon les groupes linguistiques. Et l'idée n'est pas d'arriver à une égalité nécessairement, mais l'idée est de documenter ce qui peut arriver. Alors, si on offre davantage de fonds pour la recherche, est-ce que ça va favoriser autant les communautés francophones qu'anglophones? Il faudrait être sur le réflexe et d'y penser.
Je ne vous suggérerais pas de laisser cette initiative-là entre les mains du gouvernement fédéral. Il fait très mal en ce moment. Mais je pense que les milieux francophones communautaires pourraient très bien faire cet exercice-là de modèle sensible à la question linguistique. Et pour finir, parce que je vois que le temps avance rapidement, je vais terminer avec le cas de l'Université de Laurentienne, qui est un dangereux précédent. Un organisme public ne peut pas faire faillite et je pense qu'il faut dénoncer encore, il faut continuer à dénoncer ce qui est arrivé dans le cas de l'Université Laurentienne. Si vous êtes une institution publique, vous devez avoir des fonds, des sources de financement public et vous ne pouvez pas dire je me mets à l'abri de mes créanciers et je vais couper dans mon programme. C'est une responsabilité des gouvernements, surtout provinciaux, de voir au bon financement. Et donc, il ne faudrait pas que le cas de l'Université Laurentienne se répète parce qu'on a vu les conséquences malheureuses sur le cas des communautés francophones. Et donc, je vais m'arrêter ici. Parfait. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette présentation qui nous amène sur des nouvelles pistes qui n'avaient pas été explorées encore depuis le début de notre démarche des États généraux. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, Geneviève, pour vos présentations. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de cette table ronde où les trois hauts dirigeants qu'on a rassemblés pourront réagir aux présentations qu'on vient d'entendre. En fait, je vais commencer avec vous, Sophie. Quelles sont vos premières réactions ou votre lecture des présentations qu'on vient d'entendre et comment ça s'applique particulièrement dans le contexte de l'Université de Saint-Boniface? Bien, d'abord, je vous dirais c'est très riche ce qu'on a comme les deux présentations. Il y a tellement d'éléments et je suis contente de voir qu'en fait, des réactions aussi dans le chat où on disait bien, il y a des choses qui se font déjà. On travaille déjà sur une dynamique, entre autres, avec Linda Cardinal. Je vois d'autres choses et aussi un commentaire là, de Mme Tellier sur le fait que peut-être certains éléments, c'est plus avec les communautaires aussi. Alors, il y a tellement d'éléments. Moi, je me suis amusée d'abord à regarder les fameuses pointes de tarte pour voir comment ça s'appliquait et comment on se compare au Manitoba, où les revenus provinciaux, pour nous, sont plus élevés à l'Université de Saint-Boniface. On est plus aux alentours de 55 %, droits de scolarité 20 %, fonds fédéraux 12 %. Et pour faire l'analyse, en fait, effectivement, là, certains constats, c'est évident chez nous, avec les coupes successives avec la province, essentiellement 1 % d'année en année dans les dernières années. Et notre argumentaire avec la province, c'est que dans un établissement de la minorité comme le nôtre, s'il y avait des perceptions dans le post-secondaire général qu'il y avait de l'embonpoint, nous, on n'a pas de gras, on a vite coupé dans le muscle et on arrive au squelette. Alors, et je vous dirais, dans la dernière année, c'est là qu'on a vu un début de réflexion et je pense, j'ai la foi, j'ai espoir vers un modèle où on est en train de bâtir ce modèle pour défendre notre établissement minoritaire et où on a vu qu'au lieu d'être coupé comme les autres établissements pour l'année en cours, on a une coupe seulement de 0,5 %. C'est quand même une coupe, c'est pas avantageux. Et aussi une réflexion parce que l'année dernière, la province avait coupé de 1 % et on avait la possibilité d'aller rechercher ces argents-là et on a pu faire la démonstration qui était assez convaincante qu'on est allé chercher 3 % au lieu du 1 % qui avait été coupé. Alors, il y a quand même quelques avancées, mais comme d'autres établissements, c'est le gel avec le financement fédéral qui est problématique pour nous. C'est plus d'une quinzaine d'années. Alors, notre pouvoir d'achat, si on veut, est largement réduit et ça affecte tellement d'éléments à l'interne. Et le fait de devoir toujours se tourner vers du financement par projet est problématique à tellement d'égards. C'est imprévisible, ça affecte le recrutement, la rétention de personnel. Il y a toute la question de matching également qu'on n'a pas parlé, parce que les établissements doivent souvent trouver ces fonds-là et j'en passe. Alors, je vais plus vite. J'ai deux pages de notes, là, mais je suis consciente du temps. Les droits de scolarité au Manitoba sont contrôlés aussi par la province. Alors, pour nous aussi, il y a une très grande réflexion et je suis sûre que c'est le cas dans les autres établissements entre quelle est la représentativité de notre communauté au sein de notre établissement? Alors, nous avons 17 % d'étudiants internationaux et pour le reste, c'est sensiblement 50-50 FL1, FL2. Et ça, c'est vraiment une réflexion importante, je pense, pour nos établissements, que notre communauté s'y retrouve. Et cette dynamique est importante aussi dans notre réflexion pour les étudiants internationaux, dans cette dynamique de recrutement et aussi post-diplomation, nos étudiants internationaux qui demeurent au Manitoba et qui contribuent à la vitalité
la communauté. Toutes les questions de transparence, plein d'éléments ont été soulevés et c'est tellement large et c'est tellement gros comme dossier. Je pense qu'il faudra être étapiste, mais je pense qu'effectivement, il faut regarder à tout le postsecondaire. C'est sûr que dans certaines provinces, c'est beaucoup plus simple, comme au Manitoba, où il n'y a qu'un établissement postsecondaire pour le collégial et l'universitaire. Donc, il y a peut-être moins d'opacité, moins d'ambiguïté, mais avec tous les programmes et tout le type de financement qui va dans toutes les directions également, là, je vous dirais, c'est tout un portrait à faire. Je pense que je lance une piste aussi, juste dans le cadre du PLOE, je pense qu'il y a un mérite à explorer des possibilités pour simplifier les processus parce que juste quand on parle d'opacité, il y a tellement d'intervenants à tellement divers égards entre le fédéral et l'établissement que ça pose certains défis additionnels, disons, et je m'arrêterai là pour l'instant. Merci beaucoup, Sophie. Je vais passer la parole à Lise Bourgeois. Quelles sont vos premières réactions là, aux présentations qu'on vient d'entendre? J'ai les mêmes réactions que Sophie. Dans le fond, j'ai l'impression qu'on va se répéter dans nos propos. Mais la première, c'est que j'ai trouvé des pistes qui ont été apportées par les deux présentatrices qui étaient des pistes nouvelles sur lesquelles on n'a peut-être pas assez réfléchi ou pas beaucoup réfléchi. Donc ça, je pense que c'est là toute la valeur des États généraux, c'est de nous amener ailleurs ou plus loin. Et parce que j'ai aussi fait ce que Sophie a mentionné, un peu le comparable. Qu'est-ce que ça a l'air pour nous, et je vais parler pour nous en Ontario, mais particulièrement pour la cité, où autant le financement provincial que le financement fédéral ou l'enveloppe PLOE sont gelés depuis 15 ans. Dans le cas du fédéral, c'est 10 ou 12 ans. Du provincial, je veux dire. Ce que ça a et ça a un gros impact. Et c'est là que je propose une concertation fédérale, provinciale. Comme Sophie l'a mentionné, il y a beaucoup d'intervenants. Et je pense que dans cette multitude d'intervenants, autant fédéral que provincial et interpaliers, puis même interministères, qu'on perd de vue les spécificités ou l'effet, l'impact pour les francophones, que les fonds ou le financement ne soit pas ajusté et avec des objectifs spécifiques, que ce soit pour répondre plus rapidement aux besoins des communautés, aux besoins aux transformations de nos programmes. Je ne peux pas ne pas parler de nos besoins urgents en infrastructure technologique ou infrastructure numérique. On parlait de rattrapage dans nos offres de programmes, que ce soit pour l'accès à des programmes ou à des ressources. Mais maintenant, je pense qu'il va falloir parler d'un rattrapage important pour tout le volet numérique qui vient ajouter aux pressions que ça a pour les francophones. Alors, nécessité d'ajuster le financement de base, je trouve intéressant que le fédéral a ajouté ou augmenté ou mis sur la table un financement additionnel de 121 millions, sauf que ce financement-là est encore par projet, par initiative. Et on sait avec le développement de projets et d'initiatives qu'il faut aussi les soutenir. Je donne un exemple. À la Cité, depuis 15 ans, avec le financement qui nous avait été alloué, on a développer davantage de programmes, presque doubler le nombre de programmes, donc augmenter l'accès, augmenter le nombre aussi d'étudiants qui fréquentent la cité dans les programmes offerts, mais on n'a pas changé la formule, on n'a pas ajusté le financement d'une tranche à l'autre, ce qui fait que de plus en plus, on a de la difficulté à maintenir les programmes, même si on peut faire des ajustements à l'intérieur, de revoir nos cartes de programme, mais il y a des programmes qui sont essentiels qu'on offre, particulièrement en santé, en technologie, dans les nouvelles réalités. Et alors, c'est difficile de développer rapidement des nouveaux programmes, donc continuer à donner accès à des programmes pertinents et de qualité. Et ça nous oblige à avoir de plus en plus recours à des sources de revenus alternatifs. Et on se le dit, pour les francophones, source importante, c'est le recrutement des étudiants à l'international.
Et de façon générale, je crois que le recrutement se fait dans le même bassin, principalement en Afrique. Et c'est là qu'il y a encore tous les problèmes de visa. Donc, ça place la cité, année après année, après 15 ans, dans une situation où on est de moins en moins flexible et de moins en moins agile pour répondre rapidement aux besoins de développement, d'épanouissement. Des fois, on a l'impression que les gouvernements ont perdu de vue la double mission des institutions francophones postsecondaires, entre autres. Nous avons une mission de formation, bien sûr, mais je pense que notre mandat de contribuer, de collaborer concrètement et réellement à l'épanouissement de nos communautés prend du recul. Alors, voilà. Dans les constats, ma réaction à ce que j'ai entendu, ça confirme que c'est urgent qu'il y ait un ajustement du financement de base versus augmenter davantage le financement par projet. Puis si on veut continuer à faire ça, je pense qu'il faudrait avoir des mécanismes en place pour faciliter et encourager les collaborations. Moi, j'ai changé le mot collaboration pour co-labo-action pour développer des initiatives et des projets qui réduisent l'écart au niveau des besoins et répondent aux besoins de nos communautés rapidement. La rapidité est devenue un élément, un critère essentiel pour répondre aux besoins parce que quand on est la minorité, non seulement il faut être meilleur, il faut être aussi plus rapide. Parfait. Merci beaucoup pour ces premières réactions. Alistair, je vous cède la parole à vous là, de partager avec nous là, vos réactions à ces premières présentations. Merci, Martin. Tu m'entends, Martin? Oui, tout à fait. OK, c'est-à-dire unmute. Voilà. Donc, ici, en Nouvelle-Écosse, l'Université Sainte-Anne, comme vous le savez peut-être, on est une de 9 autres universités en Nouvelle-Écosse et un collège communautaire. Un établissement homogène, autonome, de langue française, des programmes universitaires et du collège communautaire. Si je commence avec les budgets qui ont été mentionnés, les sources de financement, et comme a été mentionné en Nouvelle-Écosse, ce qui paraît bien, c'est qu'on a une formule de financement pour les 10 universités. Le collège communautaire est à part, mais pour les 10 universités, une formule de financement avec un fonds total, je pense que c'est dans les 385 millions de dollars. Et avec la grosse université Dalhousie qui prend à peu près la moitié de ça. Les autres, c'est l'autre moitié. Et autant que notre formule de financement tient compte de notre fait francophone, situation minoritaire, subvention, le financement supplémentaire nécessaire pour offrir la formation en français en situation majoritaire. Le problème, c'est que la formule n'a jamais été, on n'a jamais regardé à la formule, ça fait, j'imagine, c'est les années 90. Et tout le monde a peur de toucher à cette formule-là parce que ça change pour tout le monde. Donc, autant que ça va changer pour nous, ça va changer pour Dalhousie University, ça va changer pour les autres. Et on a une peur énorme de changer la formule. Donc, notre financement est relativement stable, dépendant des gouvernements. Deux gouvernements passés, on a eu une réduction de 10% dans le fonds total. Avec la formule, naturellement, on a une réduction. Ces dernières quelques années, on est à plus 1%, qui est mieux que moins 10, mais quand même, ça ne vient pas proche de faire face à nos dépenses supplémentaires, de l'augmentation par rapport à nos dépenses. Mais l'idée est bonne, mais faudra qu'elle soit mise à jour. Et nous, si on parle de pourcentage, à peu près 4% de la population en Nouvelle-Écosse francophone, 4% de 380 millions nous amènera à peu près 15 millions, mais on a juste 8 millions à peu près de cette formule-là. Donc, on est aux 2%, je pense, qui a été mentionné plus tôt, qui est un défi pour nous autres. Et si je passe au fédéral,
il a aussi un défi, le PLOA de base, comme a été déjà mentionné plusieurs fois, ça fait longtemps que c'est stagnant, stable, et nous, on a 600 000, je pense, justement augmenté à peut-être à 700 000 $ de base. Donc, vous voyez l'injuste entre les deux gouvernements par rapport à ça, pour dire quand même, on fait bien avec le complémentaire et l'infrastructure qui joue bien. Pour nous autres, le défi, comme a été mentionné aussi, c'est le matching, qu'il faut toujours faire des pirouettes à l'intérieur de l'institution pour voir où trouver l'autre 50%. Et puis, le défi, comme beaucoup des autres provinces, j'imagine, nous, en Nouvelle-Écosse, on a deux ministères. Le ministère de l'Éducation et de la petite enfance, puis le ministère de l'Éducation postsecondaire. Puis tous les fonds pour le PLOA passent le ministère de l'Éducation et de la petite enfance, qui n'est pas notre ministère au postsecondaire. Là, on est avec les autres, avec les écoles publiques, avec les écoles d'immersion, et là aussi, une peur de toucher la formule, de changer les choses. Ça pourrait être bon, ça pourrait être mauvais pour l'Université Sainte-Anne, je comprends ça, mais quand même, on n'y regarde pas. Donc, on a du travail à faire pour regarder la formule à l'intérieur de l'institution. On aura aussi du travail à faire, selon moi, au niveau national, de voir la répartition entre les provinces et les territoires. Là aussi, j'imagine que ça n'a jamais été touché, ça fait des années, et qu'on est basé sur l'historique, et un historique peut-être même plus politique que vraiment regarder à des chiffres ou à des sondages ou des faits, je devrais dire, entre les provinces et les territoires. Donc, pour moi, ça reste très important et ça me semble faire totalement la suite. Et je suis très content qu'on ait un ajout de financement pour le postsecondaire au PLOA. Mais pour moi, ça ne fait pas de suite que ça passe encore par l'éducation et la petite enfance ici dans notre province. Pourquoi pas directement à notre institution? Elle est la seule dans la province, ou même via notre ministère de l'Éducation postsecondaire. Donc, je pense que c'est là par rapport au financement, le temps passe. Juste rapidement, pour l'autre grosse source de financement, c'est les frais de scolarité, comme vous pouvez imaginer. Là, pour l'égalité avec la majorité, on fait face à la concurrence de 9 autres universités en Nouvelle-Écosse et un collège communautaire considérable. Donc, on a une concurrence énorme, même en Atlantique. On regarde à 16 universités, juste 2 francophones, l'Université de Moncton, 7 collèges communautaires, dont 3 francophones. Donc, on a une compétition. Nous, on n'a pas la population en Nouvelle-Écosse pour gérer l'Université Sainte-Anne. Donc, si on aurait besoin de dépendre sur la population de la Nouvelle-Écosse, Sainte-Anne n'existera pas comme qu'elle existe présentement. À peu près 45% de notre population est acadienne ou francophone des provinces atlantiques, la majorité de la Nouvelle-Écosse, 25% des anglophones, l'immersion. Et nous, on était à peu près à 30% étudiants internationaux, mais une volatilité là aussi pour nous durant certainement ces jours ici. Donc. Et puis l'autre chose, je pense, qui vaut la peine de mentionner, c'est les frais de scolarité, le tableau qui a été présenté. Nous, ça nous a touché fort aussi parce qu'on recrutait assez bien de Terre-Neuve. Mais c'est impossible de recruter de Terre-Neuve. La même chose que Cape Breton University ne peut plus recruter de Terre-Neuve parce que, regardez les frais de scolarité comparés en Nouvelle-Écosse ou ailleurs au Canada, c'est presque impossible. Puis l'autre territoire qui pourrait être bon pour nous, comme le reste de la francophonie canadienne hors Québec, c'est le Québec. Et là aussi, on a grande difficulté à recruter du Québec, surtout en raison des frais de scolarité. Pour m'arrêter là, je pourrais parler de l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire, mais je peux attendre peut-être. En fait, Alistair, je pourrais vous inviter à continuer. La prochaine question, c'était sur à quoi ressemblerait l'égalité réelle pour les établissements de postsecondaire. Sûrement que ça s'arrime bien avec votre réflexion sur l'épanouissement des communautés. Moi, mes premiers commentaires, c'est l'égalité ne va jamais arriver. L'égalité réelle, ça veut dire quoi? C'est sûr qu'on va avoir un nombre de programmes limité. C'est important pour nous autres
beaucoup plus important pour nous autres que le secteur anglophone de choisir les bons programmes. La réalité chez nous, c'est que tous nos Acadiens, nos francophones sont aussi à l'aise dans la langue anglaise qu'ils sont dans la langue française. Donc, on peut monter un programme. Nous, il faut vraiment être spécifique et ciblé et bien ciblé pour recruter une clientèle ou des étudiants dans certains cours ou programmes beaucoup plus précis que le côté anglophone parce qu'on n'a pas cette flexibilité-là de pouvoir l'offrir dans la langue anglaise. Qui veut dire des petites classes, des économies d'échelle plus difficiles. Donc, pour moi, c'est dommage, ça retourne toujours sur le financement, mais le financement est important quand même. Il faut avoir un financement supplémentaire parce que ça va nous coûter plus à offrir des programmes et des cours que le côté anglophone. Pour moi, l'autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il faut être traité différemment par les gouvernements, par les autres professionnels que la partie majoritaire. Nous, on a des défis avec les ordres professionnels. On a des défis avec le gouvernement provincial. Qu'on a difficulté à comprendre la différence et les défis qu'on a, ils nous mettent tous dans la même boîte. On a très peu de créativité. Il faut vraiment pousser fort pour augmenter la créativité et innovateur dans nos programmes. À titre d'exemple, nous, l'éducation de la petite enfance, c'est impossible de recruter une clientèle pour que ça se paye en termes de programme au niveau collège communautaire. Mais la province continue à pousser et dire vous avez besoin de l'offrir en personne. Pour nous autres, ça ne répond pas à notre clientèle, ça ne répond pas à notre besoin. Il faut qu'il soit un peu plus ouvert de dire, OK, même si le secteur anglophone le fait comme tel, nous, il faut trouver une différente manière de le faire. Et puis, l'autre chose qui a été mentionnée aussi, c'est en termes de partenariat ou de collaboration. Autant que c'est aussi facile que c'est à dire, et on a, nous autres, tu sais, même collaborer avec d'autres institutions de langue française au Québec ou à l'extérieur du Québec, ça prend un effort particulier même pour ça aussi. Donc, je pense que quelqu'un l'a mentionné plus tôt. Même si on va dans cette direction-là, il faut avoir des financements supplémentaires pour monter des structures, pour pouvoir collaborer, pour pouvoir avoir la codiplomation, pour pouvoir offrir au moins des programmes qui vont répondre aux besoins du marché francophone dans nos provinces. Et peut-être, je peux m'arrêter là, j'aurais d'autres commentaires, mais le dernier point ici, c'est nous, ce qu'on essaie de faire avec l'Université Saint-Saëns, c'est essayer de choisir les programmes qui vont offrir le plus pour notre communauté acadienne et francophone. Autrement dit, dans le domaine de l'éducation francophone, dans le domaine de la santé, pour avoir des personnels bilingues, c'est beaucoup plus prometteur pour nous autres et répond beaucoup plus aux besoins de nos communautés qu'un programme en technologie de l'information, par exemple. Programme technologie de l'information basé grandement en anglais pour commencer, et la compétition est déjà énorme à l'extérieur de Sainte-Anne. Donc, nous, on essaie de bien cibler les programmes pour répondre à la francophonie. Merci beaucoup, Alistair. Sophie, je vous voyais en accord avec plusieurs des commentaires d'Alistair. Comment que ça se manifesterait chez vous, cette égalité réelle-là? Ben moi, je trouve ça drôle que Alistair a commencé avec un questionnement sur l'expression égalité réelle, parce que c'est ça moi aussi, mais ça a été mon grand questionnement en me préparant pour aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce qu'on parle d'un rêve utopique? Et puis je me dis, ben à quoi on rêve vraiment? Et peut-être que c'est de définir vers quoi on tend, parce que je pense que c'est impossible de rivaliser avec les grands établissements de la majorité. Et je pense pas que c'est notre but non plus, mais je pense qu'on fait une contribution significative à nos communautés. Et en fait, ce que je souhaite, et j'ai travaillé dans différentes provinces, et je pense que ce qu'on a besoin, c'est vraiment une reconnaissance importante que nous sommes dans une autre logique que la logique du post-secondaire, disons plus générique au Canada, mais on est dans une logique de construction communautaire, identitaire et linguistique. Et l'offre de programmes de qualité, l'excellence, ce qui a trait à l'expérience étudiante, c'est au cœur de nos préoccupations. Je suis certaine de tous les
les établissements de l'ACEFC, mais on a cette couche additionnelle de former des diplômés bilingues. Et chez nous, c'est vraiment un argumentaire qu'on utilise avec la province, un avantage compétitif pour les provinces, mais aussi nous formons donc des gens qui ont un impact économique important qui a été bien documenté également. Et nos diplômés renforcent la communauté. C'est possible de vivre en français, ça vient légitimer le français dans nos provinces. Le français, c'est une langue c'est une langue manitobaine et je pense que d'autres pourraient dire la même chose. Alors, je me pensais à des questions de parité et équité. Et comme Alistair, pour moi, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des investissements. Plutôt dans la présentation initiale, le mot de bienvenue d'Alain. Alain disait, on fait des miracles. Oui, à l'USB, on fait des miracles à tous les jours parce que justement, on est toujours en train d'essayer de réinventer, de se garder à jour dans ce qu'on fait avec des très petits moyens d'une certaine façon. Alors, une égalité je pense que c'est vraiment, on a un besoin urgent juste de financement de base additionnel pour maintenir l'offre de qualité, comme le disait Lise tantôt, et un rattrapage pour certains des programmes. Il faut être très, très, très stratégique dans le choix de nos programmes pour être capable de démontrer à quel point, justement, ça répond à des besoins dans nos communautés. Je vois tellement d'éléments sur lesquels, et je ne vais pas m'attarder sur tout l'aspect enseignement et recherche, ça a déjà fait l'objet d'un forum, mais bien sûr, il y a toute une disparité ou un manque d'égalité à cet égard-là, si on pense juste au fait que nos établissements sont majoritairement voués à l'enseignement et donc qui est, je dirais, le pôle d'action qui est le plus important, mais la recherche est aussi importante et on sait qu'il y a des barrières à cet égard-là. Même quand on parle aussi de recrutement, on a des marchés différents. Alors, c'est différent pour nous de recruter auprès des étudiants, des élèves, pardon, de la division franco-manitobaine, de la division scolaire, versus en immersion. Puis on a aussi donc le recrutement international. On a une très petite capacité, très petite équipe, mais on se bat contre des machines de marketing de plus gros établissements. C'est très compétitif. Même chose dans nos communications. Il faut communiquer en français. On était un établissement francophone. Alors, on travaille avec nos médias de la francophonie, mais il faut aussi se positionner dans les médias anglophones et ça aussi, ça vient avec un prix et un budget qu'on n'a pas. Toutes les questions de bâtir cette sécurité linguistique pour notre communauté à l'interne ici. Le développement, l'achat de ressources pédagogiques également, c'est un défi d'avoir des bibliothèques bien nanties pour assurer cette poursuite des études pour nos étudiants, mais aussi pour le corps professoral. Je pense aussi, Lise, à toucher sur l'aspect de stratégie numérique. Qui est essentiel au développement de nos établissements, mais à tellement d'égards différents. Puis on a vu à quel point la pandémie nous a fait avancer rapidement en ce qui a trait à nos stratégies numériques, oui, avec l'enseignement, mais on est tributaire de toute une stratégie numérique pour la gestion de nos dossiers étudiants. Il y a toutes sortes de questions qui se posent et comme l'Université de Saint-Boniface, on a le défi de ne pas offrir toute la gestion des dossiers étudiants là, en ligne. Alors, nos étudiants ne peuvent pas s'inscrire en ligne et se désinscrire automatiquement. Alors, c'est une question de capacité, c'est une question aussi de complexité des réseaux avec notre affiliation. Peut-être deux derniers éléments parce que je vois que le temps file. Nos établissements répondent à plein d'éléments, puis on contribue à la vitalité de nos communautés. Il faut savoir que nos étudiants, ils sont mobiles et ils ont ils sont des citoyens du monde et nos établissements doivent aussi être capables de mener, je dirais, la charge sur des grandes questions importantes de notre société d'aujourd'hui, les questions d'équité, diversité, inclusion, réconciliation, environnement, développement durable. Ce sont toutes des choses importantes. Alors, on a de très petites équipes créatives, innovantes, mais on voit aussi que la fragilité que nous avions pré-pandémie devient plus critique alors que la pandémie s'étire et que nous devons inventer le système où nos établissements postsecondaires, post-pandémie, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses, pour nos programmes, pour l'éducation permanente, pour la livraison à distance et la compétitivité qui sera là aussi, puisque l'accès sera différent. En tout cas, on a beaucoup d'éléments de réflexion pour arriver à cette parité ou égalité.
Merci beaucoup, Sophie. Lise, je vais vous poser la même question. À quoi ressemblerait cette égalité réelle-là? J'imagine que dans un contexte collégial, il y a malgré tout des parallèles à faire avec les contextes de vos collègues. Absolument. Je pourrais dire idem. Je pense que c'est tout à fait les mêmes problématiques. Et juste, je vais continuer à faire du pouce sur ce que Sophie a mentionné quand on parle de stratégie numérique et qui vient peut-être augmenter le rattrapage qu'on a besoin de faire. On a évalué que, par exemple, à la Cité, pour revoir notre système et notre... parce que la stratégie numérique, en effet, ce n'est pas seulement pour offrir la formation, ce n'est pas seulement pour revoir nos modèles de livraison, mais c'est aussi pour l'intelligence d'affaires à l'interne. Et quand on est des plus petites organisations, comme le collège, comparé aux plus grandes organisations de ma propre région, que je parle de l'Université d'Ottawa, l'Université Carleton ou Algonquin, et j'écoutais mon collègue d'Algonquin qui ont dépensé sur 5 ans tout près de 40 millions pour revoir leur système technologique et numérique. Bien, nous, on estime que c'est à peu près c'est entre 15 et 20 millions pour la Cité parce que c'est les mêmes systèmes, même si on sert moins de gens. Donc, impossible, si on ne reçoit pas un appui important sur une période de temps, de faire ces transformations numériques. Et si on ne le fait pas, bien, moi, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu de Sophie. Pour la mobilité, maintenant, ne veut plus dire la même chose. La mobilité, c'est pour nous de pouvoir offrir là où sont les étudiants et les besoins du marché, de pouvoir offrir à des plus petites cohortes les formations pertinentes. Toujours, quand je dis pertinente, ça veut dire que c'est la bonne formation. C'est le concept de just enough et just in time. Là, bien, nous aussi, on a besoin de s'ajuster à ça. Alors, je crois que la créativité francophone, il devrait y avoir un financement pour ça. Parce qu'on a fait des miracles, c'est vrai. Je ne suis pas certaine que c'est bien reconnu. Puis des fois, on compte sur la capacité de faire des miracles, mais ça a quand même une certaine limite. Et il faudra qu'on continue d'être très créatifs collectivement, ensemble aussi, individuellement et collectivement. Et pour moi, la créativité francophone, le financement qu'on devrait recevoir, c'est pour développer des projets, des initiatives qui sont soutenues dans le temps pour faire différemment de la majorité. Et parfois, il y a des coûts additionnels, souvent, il y a des coûts additionnels à ça. Et en même temps, c'est de nous donner ou d'appuyer, de développer notre capacité à développer en amont. Je donne un exemple. La Cité veut développer le programme spécialisé en intelligence artificielle. Bien, ça fait déjà 3 ans que mes collègues, que les institutions de la région l'offrent. Pour développer ce programme-là, il faut du financement additionnel. Je vais pouvoir le développer avec les moyens du bord en 5 ans, il va être désuet, ou je peux le développer en 12 mois, puis pouvoir le donner rapidement pour qu'il soit à point pour les francophones. Donc, égalité ne veut pas dire un nombre de programmes ou un nombre d'élèves. Égalité veut dire pertinence, reconnaissance de la créativité, appui à des projets qui adressent rapidement, ou qui s'occupent rapidement des besoins, des nouveaux besoins, des nouvelles réalités. On n'a même pas parlé de ça, de la croissance de l'immigration. Je pense que c'est un autre élément qui s'ajoute dans nos nouvelles réalités. J'ai mis, moi, comme égalité, quelque chose de très... parce que j'ai vu dans la présentation de Marie-Ève, le point qui disait qu'il y avait un manque d'intérêt des étudiants francophones, parfois souvent, de suivre la formation postsecondaire en français. Et pour moi, est-ce que c'est un manque d'intérêt ou un manque de valorisation, de promotion? Alors, pourrait-il y avoir, pour cette égalité, une stratégie financée, payée, une stratégie nationale de promotion qui vise à augmenter l'intérêt pour l'étudiant français, mais surtout pour mettre en vedette les bénéfices d'avoir étudié en français et de pouvoir fonctionner en français et en anglais. On n'a pas besoin de montrer à nos étudiants à parler anglais, ça, c'est pas un problème. C'est de pouvoir continuer à avoir la valeur des études en français et qui aussi mettrait en place des incitatifs pour choisir
consciemment d'étudier en français et qui devient une valeur concrète, un bénéfice d'étudier en français. Alors, je pense que j'ai fait le tour parce qu'il y a beaucoup de choses. Et ça pourrait vouloir dire, dans l'égalité, de revoir les critères, les paramètres de financement qui soient davantage plus favorables au développement conjoint de projets, au soutien de projets à moyen et long terme, donc non seulement financer le développement du projet, mais aussi la mise en œuvre et le maintien du projet sur une période de temps. Voilà. Merci beaucoup, Élise, pour cette intervention. On a débordé un peu du temps qu'on s'était prévu, mais je vous laisse un mot de la fin à tous les trois. Quelle serait soit la piste à privilégier en ce moment ou le message que vous souhaiteriez qu'on retienne de vos interventions aujourd'hui et qui devront être colligés là, dans les rapports de nos démarches? Sophie, peut-être pour commencer? Un dernier message? Il y en a tellement. Hein? Urgence d'agir, certainement. Quand on revoit nos formules, nos mécanismes pour le financement, il faut voir à préserver nos acquis, mais continuer à bâtir. Moi, je nous souhaite de trouver une formule, une espèce de ratio pour chaque dollar investi dans la majorité dans un établissement postsecondaire, ça correspond à 1,25 $, 1,30 $. Je pense qu'il y a des pistes de réflexion dans le système maternel à 12. Il y a peut-être aussi des pistes de réflexion avec des établissements qui sont en milieu rural ou encore dans des lieux éloignés. Il y a tellement d'autres choses, mais je laisse à mes collègues. Merci. Lise, peut-être un dernier mot de la fin sur une piste à privilégier? Je reviens sur, avec ce que Sophie a dit, j'ajouterais la nécessité, l'importance d'une concertation interpalier et interministérielle pour mieux financer, mieux cibler le financement qui réponde aux besoins des nouvelles réalités, là où nous en sommes en 2022, après globalement une croissance quand même importante de l'accès auquel nous avons contribué comme communauté postsecondaire, mais aussi pour maintenir notre capacité d'être pertinent et créatif. Merci. Et Alistair, pour conclure. Juste pour aller dans différentes directions, surtout des choses évidentes, le financement, etc. Moi, je pense qu'il faudra approcher le fédéral pour nous aider à offrir un leadership à l'intérieur de nos provinces et nos territoires en termes de la langue française. Avec la loi sur les langues officielles, avec l'importance qu'il met sur les communautés francophones en situation minoritaire, ça peut nous aider beaucoup, selon moi. Et on a déjà vu dans le passé la dévolution de certains fonds ou le financement, les transferts de fonds en santé, en éducation. Après que c'est passé aux provinces, ils font plus attention à la langue française. Le fédéral a un rôle à jouer pour nous appuyer. Moi, je pense que une des choses qu'on fait ici en termes de la recherche appliquée dans le domaine des industries primaires, ça nous amène tellement de visibilité et en fait, ça nous aide avec le recrutement. Si je regarde à Pointe-de-l'Église, où notre campus principal est situé, c'est une région rurale éloignée. À 3 heures plus de l'aéroport d'Halifax avec pas de transport public pour se rendre là. L'importance de notre institution, de notre infrastructure, de notre patinoire, de notre terrain de soccer, des services qu'on peut offrir dans la culture, en plus on a développé une expertise de la qualité du homard. Toutes ces choses-là, moi, je pense qu'il faut démontrer qu'on est incontournable dans nos régions et très important pour nos régions. Et en raison pourquoi on devrait investir davantage dans la recherche, dans des programmes et dans l'infrastructure. Parfait. Merci beaucoup, Alistair, pour cette conclusion. Encore une fois, je vous remercie tous les 5 d'avoir accepté de participer à cet atelier sur le financement, sur l'égalité réelle des établissements postsecondaires. C'était un gros morceau de cette démarche-là. On a pris le temps d'y réfléchir et je pense que les 2 présentations ont bien mis la table aux réflexions plus concrètes qui sortaient de nos 3 établissements. Donc, merci encore à vous 6.